Voilà, nous allons passer à l'éducation à la démocratie, donc la troisième table ronde à laquelle participe la docteure Tombe Lask de Oost-Belgien, de l'Université autonome de la communauté germanophone de Belgique, le docteur Burkhard Jelonek, qui est le directeur de l'Institut de pédagogie et des médias de la Sarre, et le président Linertz, que je vous ai déjà présenté, donc de la ADD Rhénanie-Palatinat, et M. Christopher Reynolds, qui est responsable de la mise en œuvre du cadre de référence culture démocratique au Conseil de l'Europe. C'est le petit livret d'ailleurs que vous avez trouvé sur votre table, qui résume donc effectivement cette culture à la démocratie. Alors, ce document qui est sur votre table n'est pas un document opérationnel. Je pense que Christopher nous le dira encore tout à fait tout à l'heure, que c'est encore une méthode qui est en cours, ou un cadre de référence qui est en cours de développement. Et d'ailleurs, je vais commencer tout de suite avec Christopher, qui est donc responsable de la mise en œuvre de ce cadre européen de référence sur compétences pour une démocratie au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Donc le Conseil de l'Europe a élaboré un modèle de valeurs, de compétences et de connaissances que les apprenants devraient acquérir s'ils veulent participer efficacement à la démocratie et vivre en paix avec les autres dans des sociétés démocratiques culturellement diverses. Quelle est l'intention du Conseil de l'Europe avec ce modèle? Pourquoi parlez-vous d'éducation à une culture démocratique plutôt que d'éducation à la citoyenneté, qui était notre vocable commun il y a encore quelques années? Eh bien, merci beaucoup, et merci beaucoup pour votre invitation de participer à votre forum, ce qui nous fait très plaisir, et c'est un honneur d'être là. Alors, le cadre que vous avez, en fait, tout d'abord, je dois dire que la version que vous avez sur vos tables est un début. C'est ce qu'on appelle le modèle de compétences pour une culture de la démocratie. Ce travail a continué, et il y a maintenant une deuxième version un peu plus complète qui est le cadre proprement dit. Je peux répondre à des questions à ce propos personnellement après si vous le souhaitez. Alors, pourquoi on a fait cela? Alors, en fait, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le fonctionnement du Conseil de l'Europe, mais nous avons une présidence tournante, et il y a quelques années, en 2012, quand il s'agissait de la présidence andorrane, on a fait un constat que l'éducation ne semblait pas vraiment remplir sa fonction en ce qui concernait la préparation à la démocratie en tant qu'acteur, quand un acteur dans la démocratie, la société démocratique, qu'il y avait des lacunes. Manifestement, il y avait déjà des constats de désintérêt à la chose politique, de ne pas vouloir les voter, les discourtoisies civiles tout simplement. Et donc la question a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les écoles à reprendre un petit peu la maîtrise de ce rôle de l'éducation? Alors, il y a un débat, et c'est devenu une question de priorité pendant la présidence andorrane. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que c'est d'être un citoyen démocratique dans nos sociétés complexes, multiculturelles, actuelles, qui changent beaucoup. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent, etc., etc. Et donc, nous avons passé en revue beaucoup de systèmes qui existaient, ou de listes tout simplement, de ce que c'était, pour définir ce que c'était une compétence démocratique, ou les compétences démocratiques nécessaires du point de vue du Conseil de l'Europe. Alors, je précise tout de suite que le Conseil de l'Europe est bien le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que c'est la maison de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, nous avons un certain parti pris, que tout notre travail est basé sur les droits de l'homme. Et c'est ce travail, en quelque sorte, qui nous a permis d'incorporer les valeurs dans un système de compétences. Il y a eu beaucoup de discussions à ce propos. Pourquoi les valeurs? Eh bien, parce que nous pouvons nous permettre de faire. Tous nos États membres ont signé la Convention. Donc, tous nos États membres sont d'accord avec ces valeurs
fondamentale. Bon, ça c'est une remarque. Donc, le but, c'était d'essayer de répondre à cette question, à savoir que dans tous les pays, il y a certainement, où il y avait une certaine façon d'enseigner la démocratie dans les écoles, que ce soit citoyenneté démocratique ou cours civique, etc. Mais il y avait souvent un manque de savoir qu'est-ce qu'exactement on essayait d'atteindre, quel était le but. Et donc notre travail à ce moment-là était de définir ces compétences pour qu'il y ait effectivement, on peut utiliser à nouveau le terme carte de référence, une référence pour savoir qu'est-ce qui était commun dans nos sociétés. Alors je précise bien sûr qu'il s'agit de consensus, il faut que ça s'applique à 50 États membres, puisqu'en matière d'éducation, le Conseil a les 47 membres permanents du Conseil de l'Europe, plus 3 États qui sont signataires de la Convention culturelle européenne. Donc, bien sûr, il s'agissait de trouver un consensus sur ces compétences pour tous ces pays membres. Et bien sûr, il s'agissait de la démocratie. On peut dire qu'on a besoin de beaucoup d'autres compétences, mais ce n'était pas, ça ne fait pas forcément partie de cette liste-là. Il s'avère que, ou du moins j'ai l'impression que ce travail était bien reçu, puisque même avant de terminer, même avant de publier le livre vert que vous avez sur vos tables, on a eu un certain nombre d'écoles ou de ministères qui nous ont dit qu'ils commençaient à mettre en œuvre ou d'utiliser ces compétences pour les projets, pour les actions scolaires, etc. Et donc, son rôle est ça, est de fixer l'objectif pour que tout le monde travaillent de leur propre façon, de manière variée, mais vers un but commun qui était défini et qui peut être partagé par tous. Alors pourquoi éducation à la culture démocratique? Eh bien, parce que, premièrement, comment je peux dire, le terme citoyenneté démocratique est un terme qui était déjà connu. Il était enseigné de plusieurs manières. Alors, quand j'ai précisé tout à l'heure, nous avons aussi les droits de l'homme, l'enseignement des droits de l'homme. Nous avons aussi beaucoup parlé du dialogue interculturel. Il y a aussi la citoyenneté globale dans certains systèmes, etc. Et donc, nous avons choisi le terme culture de la démocratie pour couvrir tous ces différents labels, si vous voulez, sous toutes ces différentes approches, car nous considérons que tout ça fait partie des compétences qu'il faut avoir pour être un citoyen actif et démocratique aujourd'hui. Merci beaucoup. Dr Tom Kelaske, donc de l'Université autonome de la communauté germanophone de Belgique, aujourd'hui Ostbelgien, est membre du groupe de travail éducation politique qui est placé sous les auspices du Conseil parlementaire interrégional de la Grande Région, qui est encore en voie de création, ce groupe de travail, mais Tom est l'un de ses remarquables membres. Alors, l'éducation formelle, non formelle et voire informelle et l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie devrait non seulement transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences, mais aussi aider les apprenants à développer des valeurs éthiques et civiques pour devenir des membres actifs de la société, responsables et ouverts d'esprit. Comment pouvons-nous aider les apprenants à développer des valeurs éthiques et civiques? Je sais, c'est une vaste question et tu n'as que 3 minutes. Oui, voilà, ça pouvait être une thèse de doctorat. Oui. Mais je vais changer pour une fois en allemand maintenant. Okay? Ja, das ist natürlich eine ziemlich weitgreifende Frage, aber für mich ist es sehr wichtig, dass man anfängt, ein bisschen von dem Gewicht, was auf der formalen Bildung liegt, wegzunehmen und dafür die anderen beiden Formen etwas mehr zu unterstützen. Denn der Mehrwert von kollektiver Erfahrung beim Lernen ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Bereich. Also auch der Unterricht muss handlungsorientierter sein, dass man auch nicht etwa nur Wissen lernt, um es einfach zu haben. Nur angewandtes Wissen ist auch wirklich ein Wissen, was dann auch nachhaltig wirkt. Und für mich ist dann auch noch wichtig, dass man ein bisschen davon wegkommt, wie das heute so ist bei den jungen Leuten. Die können alle ganz prima
ich, meiner, mir, mich und insbesondere für mich deklinieren, dass es dann aber auch noch du, er, sie, es und wir, ihr, sie gibt, das fällt meistens unter den Tisch. Und ich glaube, dass das zu stark forciert wird, dieses Einzelerlebnis, die Glückshormone, wenn man bei Minecraft oder sonst irgendwas auf dem Internet was erlebt. Ich glaube, man kann das auch, das Glücksgefühl haben, wenn man etwas gemeinsam macht und daraus etwas lernen kann. Ich glaube, Empathie zu erlernen, was ja auch mit bei dieser demokratischen Kultur mit dabei ist, heißt auch sich für den anderen interessieren, zusammenzuarbeiten. Und aus diesem kollektiven Erlebnis kann man dann auch sehr positive Werte stabilisieren. Und man lernt dann natürlich auch die Fragen unserer Zeit besser kennen, weil man die unterschiedlichen Positionen auf einmal entdeckt von den anderen. Und dann muss man gemeinsam einen Konsens finden, um vorwärts zu kommen. Das sind Erfahrungen, die heute in der Schule sehr oft zu kurz kommen. Zumindest sehe ich das sehr häufig in Ostbelgien so, wo also die Debattierkultur doch ziemlich im Argen liegt. Es geht meistens nur darum, wer lauter schreit, der gewinnt, aber das ist es natürlich nicht. Und ich denke, dass man da einiges machen kann, wenn man die Unterrichtsformen etwas umstellt und den Schülern die Möglichkeit gibt, in diesem Freiraum in der Schule und mit Hilfe von außerschulischen Lernorten andere Wege zu finden, zusammenzuarbeiten und zu sehen, okay, wenn ich meine Verantwortung in der Gesellschaft übernehme, dann kann ich dann halt auch etwas verändern. Dankeschön, Herr Präsident Lienertz. Wann soll die Vermittlung staatsbürgerlicher Kenntnisse beginnen? Soll sie bereits in jungen Jahren beginnen? Ich bin kein Experte für Pädagogik, aber ich denke schon, dass man die Werte, die sich hinter diesem Begriff verbinden, auch schon in jungen Jahren, auch schon im Kindergarten vermitteln kann. Da geht es um, wie meine Nachbarin gesagt hat, auch um das kollektive Erleben, also dass man Dinge nicht alleine macht, sondern Dinge gemeinsam macht, da vielleicht auch mal eine Niederlage erleidet und damit zurechtkommen muss, dass man Toleranz lernt und dass man natürlich auch in Kindergärten hat man natürlich den Vorteil, da sind erstmal alle zusammen, also alle Herkunft, egal was meine Familie macht, alle Herkunftsländer sind dort zusammen, das heißt, man lernt vielleicht auch schon andere Kulturen kennen, die Eltern kennen, die aus anderen Kulturkreisen kommen und ich glaube, dass gerade junge Menschen noch sehr unvoreingenommen mit solchen Dingen umgehen können und ich glaube deswegen, dass man schon dort Wurzeln legen kann, um Werte wie Toleranz zu fördern und den Kindern da den Blick zu öffnen, um das dann, sage ich mal, in Schule weiterzuentwickeln für das weitere Leben. Ich glaube schon, dass dort wichtige Wurzeln gelegt werden können. Dankeschön. Herr Dr. Burkhard Jelonek, Sie sind Leiter des Landesinstituts für Pädagogik und Medien im Saarland. Befürworten Sie Mobilität der Jugendlichen sowie alle Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulen, wie zum Beispiel gemeinsame Bildungsplattformen und gemeinsame Projekte als Mittel der Förderung des Verständnisses und der Wertschätzung kultureller Vielfalt und zur Vermittlung sozialer, staatsbürgerlicher und interkultureller Fähigkeiten und Fertigkeiten an jungen Menschen? Könnte die Großregion einen Fonds zur Finanzierung einer gemeinsamen Bildungsplattform und gemeinsame Projekte aufstellen? Schwierige Frage, aber ich bin gespannt. Ja, ich würde dann natürlich ungern Nein sagen. Ich will aber vielleicht ein bisschen grundsätzlicher werden, weil das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Man muss sich grundsätzlich klar machen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt, sondern wir müssen sie uns tagtäglich in der Gesellschaft, aber auch in Schule und Unterricht erarbeiten. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen uns an dieser Stelle, glaube ich, auch klar machen, dass die demokratischen Verhältnisse im Grunde auch im Schulunterricht gelebt werden
müssen. Ansonsten vermitteln wir schon in dieser Phase ein völlig falsches Bild. Ich glaube aber auch, dass wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen dazu verkommen sind, dass wir im Grunde Demokratie mit Wünsch dir was verwechseln, wo jeder meint, dass seine Dinge, ne, die Kollegin hat es gerade auch schon angedeutet, umgesetzt werden müssen. Und wenn das nicht passiert, dann ist sozusagen die Politik, die da oben schuld. Das wird nicht funktionieren, sondern man muss es diskutieren. Und das würde ich jetzt gern auch sozusagen als einen Hinweis darauf nehmen, auch das, was in der Frage gerade gesteckt hat. In dem Moment, wo wir diese Diskussion uns auch in der Schule nicht leisten, wird etwas schiefgehen. Ich denke, wir sind manchmal viel zu lehrplanfixiert, dass wir sagen, das Thema muss noch gemacht werden, das Thema muss noch gemacht werden und das und das und das. Und darüber hinaus versäumen wir es, sozusagen die demokratische Diskussion mit den Schülern tatsächlich zu führen und die Themen auszudiskutieren. Und die Themen sollten möglichst nah an der Realität und vor allen Dingen an den Schülern sein. Wenn wir das nicht schaffen, reden wir sozusagen und unterrichten wir über die Köpfe der Schüler hinweg. Es gibt in diesen Tagen, ich glaube, es ist vor 1 oder 2 Wochen rausgekommen, eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die haben 1200 Lehrerinnen und Lehrer quasi befragt und das Ergebnis war, es liegt nicht daran, dass den Lehrerinnen und Lehrern die demokratische Grundbildung sozusagen fehlt. Das haben sie alles grundsätzlich gelernt, aber sie geben sie in diesem Sinne nicht weiter. Herausgekommen ist, dass das Thema demokratische Bildung noch sehr viel an deutschen Schulen noch sehr viel Luft nach oben hat, dass ich dort viel, viel mehr machen muss. Und was mich sehr erschreckt hat, war, dass die Formate der Demokratiebildung, also das, was man machen kann im Sinne von Jugend debattiert oder was auch immer uns da einfällt, diese Formate sind im Grunde an den Schulen relativ unterentwickelt, also im Grunde im defizitären Bereich. Das liegt natürlich daran, dass ich das ein oder andere schlichtweg in 45 Minuten nicht machen und nicht umsetzen kann. Also wir müssen an dieser Stelle viel, viel projektorientierter werden und wir müssen die Schüler mitnehmen. Und wenn wir von Kompetenzorientierung reden, dann können wir an dieser Stelle eigentlich auch nur sagen, es reicht mir immer ein Teil für das Ganze. Ich muss nicht alles sozusagen durchdekliniert haben. Ich kann darauf vertrauen, dass die Schüler, wenn sie sich das an einem Beispiel erarbeitet haben, das dann auch an dieser Stelle für andere Themen umsetzen können. Ich glaube, wir unterschätzen da manchmal auch Schülerinnen und Schüler. Wir sollten sie wirklich an dieser Stelle ernst nehmen und darauf vertrauen, dass sie schon ganz, ganz viel auch mitbringen. Und wenn ich sie entsprechend ertüchtige, dass sie beispielsweise dann auch respektvoll miteinander umgehen, das auch entsprechend diskutieren, komme ich am Ende, glaube ich, zu besseren Ergebnissen, als wir das im Moment feststellen. Denn es muss uns ja auch klar sein, in dem Moment, wo wir in Frankreich seit vielen Jahren den Front National haben, in Deutschland inzwischen die AfD, das sind ja auch alles Wählerinnen und Wähler, die früher mal durch unsere Schulen gegangen sind. Warum haben wir es nicht geschafft, ihnen klarzumachen, was das Demokratiefeindliche an der einen oder anderen Haltung dieser Parteien beispielsweise ist? Ich denke, das müssen wir uns klar machen und wir müssen an dieser Stelle wirklich sehr, sehr ernsthaft arbeiten. Dankeschön. Monsieur Christopher Reynolds, le dialogue interculturel, qui est fondamental pour la démocratie, n'est pas un concept juridique et donc pas régi par le droit des Länder ou la législation nationale des autres pays, ni par le droit communautaire ou encore le droit international du Conseil de l'Europe, mais par des cadres internationaux pour la protection des droits de l'homme et la diversité culturelle. D'ailleurs, vous y avez fait référence pour expliquer le nouveau cadre de compétences. Est-ce que la direction générale, dans le cadre de laquelle vous travaillez, pourrait-elle élaborer une définition actualisée, claire et orientée vers l'action du dialogue interculturel? Merci de votre question.
Alors, évidemment, je vais répondre à la question du mieux possible. Je ne peux pas dire s'il est dans la possibilité de la direction générale d'aborder cette question. Je n'ai pas cette autorité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, d'une part, tout ce qui est question d'éducation dans nos États membres est une question qui est subsidiaire, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe, en tant qu'organisation, ne peut pas, ne doit pas, n'a aucune vocation à dicter les politiques éducatives dans les pays membres. Tout ce que nous faisons dans le service de l'éducation, c'est de répondre aux demandes des États membres et de chercher les réponses et mettre ces réponses à leur disposition. Donc, par exemple, dans le cas du cadre de référence, ce n'est pas quelque chose que nous imposons, ça vient d'une demande de notre comité des ministres pour essayer de proposer quelque chose qui peut aider les systèmes éducatifs dans les pays membres pour faire face aux questions que nous avons mentionnées tout à l'heure. Et c'est notre réponse après 5 années de travail. Donc, par là même, on ne pourrait pas donner une définition unique et universelle de ce qu'est le dialogue interculturel. Et je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable. Par contre, nous avons déjà plusieurs outils. Alors oui, nous avons le cadre de référence, le nouveau cadre de référence, qui précise que le dialogue interculturel, la compétence interculturelle, fait partie absolument intégrale des compétences culturelles et démocratie. Mais nous avons aussi d'autres outils, tels que l'autobiographie de rencontres interculturelles et aussi un manuel sur le développement de la compétence interculturelle par le biais de l'éducation. Et toutes ces publications sont d'ailleurs disponibles sur notre site web. Qui aide, alors l'autobiographie pour aider à chacun d'examiner, analyser ce que c'est qu'une rencontre interculturelle et en tirer les leçons pour soit un événement qui lui permet d'avancer dans cette compétence, et le petit livret qui est là parce que enseigner le dialogue interculturel ou l'incorporer est souvent demandé aux professeurs dont ce n'est pas du tout la spécialité. Donc ce petit manuel existe pour les aider à avoir une idée de comment ils peuvent faire cela. Je crois qu'il est important de rappeler que le dialogue interculturel ou la compétence interculturelle, c'est quelque chose de complexe, comme tout le reste. Il n'y a plus de réponse simple. Le dialogue interculturel, ce n'est pas simplement une question de rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays, ce qui était largement l'interprétation un peu simpliste d'il y a quelques années. Il s'agit de rencontrer, d'avoir un échange avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes références que nous. Alors, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un fan de foot avec quelqu'un qui déteste le foot. Ça n'a pas besoin d'être géographique, ça peut être de passion, de passe-temps, ça peut être de métier, ça peut être quelqu'un d'un village par rapport à un citadin, etc. Et le dialogue interculturel, c'est donc de pouvoir échanger avec ces gens et en tirer bénéfice des conséquences, enfin les résultats de cet échange. Et de ce fait, ce qui est dans le cadre arrive, je pense, ou du moins propose ce qu'on peut arriver à plus près d'une définition, puisqu'il s'agit d'un certain nombre de compétences qui sont impliquées directement dans le dialogue interculturel, telles que la tolérance à l'ambiguïté, c'est-à-dire d'accepter de ne pas complètement comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Il y a l'empathie, il y a le respect de l'autre, etc. Donc, évidemment, c'est un peu rapide pour répondre à une question aussi vaste, mais je pense que nous avons des indications et de toute façon, nous continuons à travailler, à développer et le cadre et toutes nos actions dans ce domaine. Merci beaucoup. Herr Präsident Klinert, ich möchte die Rolle und Bedeutung des Schumanns-Programms sowie des Erasmus-Plus-Programms, die eine europäische Bewusstheit bei jungen Menschen fördern und eine ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie eine Kultur des interkulturellen Dialogs dadurch schaffen, unterstreichen. Sie erleichtern die Mobilität und verbessern die Beschäftigungsfähigkeiten der Jugendlichen zusätzlich.
Sehen Sie die Chance, das Schumann-Programm zu erweitern, sodass alle Jugendliche, die in der Zukunft daran teilnehmen, dass alle Jugendliche in der Zukunft daran teilnehmen können? Heute haben wir eine begrenzte Teilnahme, was schon eine große Leistung ist. Aber könnte man sagen, wir haben das Ziel in ein paar Jahren, dass sämtliche Schüler der Großregion einmal an einem Schumann-Programm teilgenommen haben? Ich denke, dass das das Ziel sein sollte, dass alle die Möglichkeit haben, an diesem Austausch teilzunehmen, weil es einfach, es macht Europa erlebbar. Es ist wichtig für die Europäische Union, dass wir diese Austausche, diese Schüleraustausche machen. Es trägt zur interkulturellen Bildung natürlich bei. Es zeigt nochmal sehr stark den Wert der Mehrsprachigkeit und das auch, ja, also man könnte im Prinzip alles, was wir heute schon gesagt haben, darin eigentlich auch nochmal darstellen oder zusammenfassen. Denn erst diese Begegnung macht das Ganze ja wichtig. Sonst bewegen wir uns immer in so einem theoretischen Bereich und sagen, es ist schön oder es wäre gut und es ist sinnvoll. Aber erst in der Begegnung der Menschen untereinander und gerade der jungen Menschen untereinander wird das Ganze ja auch erlebbar und bekommt das Ganze auch letztlich den Sinn. Und eins müsste man oder könnte man auch überlegen, ob man nicht auch diese Fragen der Berufsorientierung in diese Programme mit einflechten kann. Ich will das jetzt nicht alles noch komplizierter machen, als es sowieso schon ist, ja, aber ob nicht auch die Möglichkeit besteht, wenn man in dem anderen Land ist, dort auch vielleicht mal einen Betrieb zu besuchen zumindest oder niederschwellige Angebote zu machen. Aber ich will es nicht überfrachten, sagen wir mal so. Aber von der Quintessenz sind gerade diese Schüleraustauschprogramme, die sind ungemein wichtig. Dankeschön. Zum Schluss dieses runden Tisches würde ich vorschlagen, dass wir uns die Ergebnisse der Fragen, die wir gestellt haben während dem Film, mal anschauen. Mal sehen, wie schnell so, das sind nochmal die Fragen und jetzt die Ergebnisse. Also 58% der Teilnehmer hier antworten, ein demokratisches Verhalten in der Klasse oder der Schulen annehmen. 28% Fertigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern aufbauen, damit sie an Prozesse der direkten Demokratie partizipieren können und 14% den Entwerf inklusiver Kompetenzen, die in den vom Europarat veröffentlichten europäischen Referenzrahmen integrieren. Also für den Referenzrahmen haben wir noch sehr viel Arbeit. N'est-ce pas, Christopher? Je pensais que, parce que la dernière question, on répondait à 14%, c'était effectivement intégrer l'acquisition des compétences inclusives dans le cadre de références publiées par le Conseil de l'Europe. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr. Le cadre est publié depuis quelques mois, hein, je précise. Donc, ce n'est qu'au ses débuts. Maintenant, je pense que de toute façon, bon, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on le dit aujourd'hui, mais on ne peut pas continuer, on ne doit pas continuer à compartimentaliser les choses. Toutes ces réponses sont bonnes. Évidemment, il faut adapter une conduite de classe sur l'établissement démocratique. Ça fait partie aussi des conseils du cadre d'avoir le plus possible une approche globale de l'école ou de l'institution et pas simplement rester en forme de réflexion en matière individuelle. Développer chez les élèves les aptitudes de participer à un processus de démocratie directe, oui, bien sûr. Aussi, et ça commence aussi à l'école, et ça commence avec la participation des élèves dans la gouvernance démocratique de l'école. Et le but du cadre, c'est de donner une forme, quelque chose, un outil, une référence pour pouvoir faire cela. Donc les trois ne sont pas incompatibles, au contraire, il faut travailler les trois. Et je voudrais aussi juste profiter, j'ai la parole, de confirmer aussi ce qu'ont dit mes collègues là, qu'il faut commencer aussi très tôt. Il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à apprendre ces choses et que ça s'applique à tout le monde. Et bien sûr, on ne parle pas simplement des apprenants, mais aussi des enseignants. Et les enseignants ne peuvent communiquer ces choses que s'ils les ont acquises, ces compétences eux-mêmes.
Oui, merci beaucoup. C'était la conclusion de la table ronde, parce que vous l'avez vu, vous regardez vos horloges. Et effectivement, nous devons maintenant arrêter pour ne pas mettre en péril le déjeuner. On termine quand même par la 4e question, celle du numérique. Hein. Que pensez-vous donc effectivement de cette hybridation numérique qui, elle, tombe du ciel, hein, et qui vous tombe dessus, et comment vous y préparez-vous? Ich hätte gern die Ergebnisse der 4. Frage, bitte schön. Ah oui, c'est pas si mal que ça. Können wir die Fragen nochmal schnell sehen, bitte, ja? Alors, donc, oui, je m'y prépare, 68%. Oh, c'est remarquable, hein. Je suis même surpris. Parce que dans certains des séminaires que nous faisons au centre Schumann, on a parfois quand même un peu plus de réticence à l'utilisation du numérique. Hein. Donc c'est bien. 30% donc qui sont pour la 2e réponse, comment normal. Bien. Et non, je ne suis pas concerné, donc 30%, c'est le pendant, effectivement. Mesdames, messieurs, vous êtes concernés. Ne vous faites pas d'illusions. Hein, vous êtes concernés. Hein, surtout que, vous l'avez remarqué, notre durée de vie, aujourd'hui, elle est extrêmement longue. Hein, et donc, même quand vous serez à la retraite, vous serez confronté au numérique. Hein, donc, ce n'est pas la peine de mettre la tête dans le sable. Hein, il faut y aller. Voilà. 2%, c'était pour la... Comment 2%, c'est je ne sais pas. Oui, c'est la réponse habituelle, mais... Soyez convaincus, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'il faut aller dans cette direction. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à la table ronde, d'être venu nous rejoindre ce matin pour débattre de toutes ces questions. Cet après-midi, donc après le déjeuner, vous participez dans des ateliers. Donc pour la participation aux ateliers, de façon à ce que le nombre de personnes dans chaque atelier soit relativement équilibré, hein. Vous avez la possibilité de prendre une feuille post-it dehors sur un grand tableau, hein, et quand il n'y a plus de post-it pour l'atelier auquel vous vouliez participer, c'est que l'atelier est complet. Donc je vous invite à aller, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription, en détachant un post-it sur le tableau, de le faire dès maintenant, hein, de façon à avoir la chance d'être dans les ateliers. Il y a de la place pour tout le monde, hein, je souligne bien qu'il y a la place pour tout le monde. Simplement, on ne veut pas qu'il y ait des ateliers qui soient totalement déséquilibrés. Après, pour savoir où se trouve votre atelier, c'est à l'envers de votre identité, hein, c'est l'autre face de votre identité. Vous avez la liste des ateliers et les lieux où se tiennent ces ateliers. Hein. Donc il n'y a pas de raison, vous pouvez trouver après le déjeuner vos ateliers. Si vous avez des difficultés d'orientation, n'hésitez pas à interroger les organisateurs qui sont par là. Sabine, on reprend à quelle heure? Les ateliers démarrent à 14h, donc dans 1 heure, c'est le démarrage des ateliers. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci pour votre attention que vous nous avez témoigné toute cette matinée. Et merci encore une fois à tous ceux qui sont venus participer aux tables rondes. On peut les applaudir.